Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Félicie, qui est un peu un ténor dans le monde des NFT. Donc, elle est consultante marketing pour de grosses marques, donc beaucoup qu'elle peut pas citer malheureusement à cause de NDA, mais on peut citer des marques assez prestigieuses comme Le Moulin Rouge et une marque une start-up dans les diamants. Donc en fait, elle établit et plein d'autres choses. Elle est aussi auteure. Elle a écrit 2 livres sur le sujet, c'est ça? Donc voilà, on va avoir une intervention vraiment de qualité ce soir. Je pense que pour travailler professionnellement dans les NFT, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui se passent un peu en sous-marin, avec beaucoup d'usages qui sont en train de se développer. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je organise la conférence avec Thomas. Merci à lui. Et je vais laisser la parole à Félicie. Je remercie aussi Néoma, Marion et toute l'équipe au fond qui aide beaucoup à l'organisation, voilà, pour le cocktail qu'il y aura juste après, qui est bien sympathique. Et puis merci aussi à Félicie, bien sûr. On se met au fond et on te laisse la parole. Bon, ça y est, c'est parti, c'est à moi. Merci d'être là un mardi soir, non, un mercredi soir, je ne sais même pas quel jour on est. Un mardi soir, bon, voilà, c'est bien déjà. Donc, merci d'être là un mardi soir. On va parler NFT, on va parler de plein de choses. A priori, si vous êtes là et si vous prenez du temps sur votre soirée, c'est que le sujet vous intéresse. Donc, a priori, vous avez déjà touché du doigt ou peut-être mis les mains dans le cambouis. Juste pour avoir un petit aperçu, je voudrais savoir qui a des cryptos et qui a des NFT. D'accord. 2 personnes ont des NFT. Très bien. Qui n'y connaît strictement rien? D'accord. Ok, c'est juste pour avoir un petit aperçu et pour savoir où je vous emmène et comment je vous emmène. Alors, est-ce que du coup, moi, je peux partager ou pas? Marche. Super. Je viens du marketing. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Je pourrais vous en parler pendant une semaine entière qu'on n'aurait pas encore tout abordé. Je viens du marketing et en fait, j'ai commencé à aborder l'univers des cryptos un petit peu comme tout le monde, je pense, il y a 1 an et demi en plein confinement, au moment où je pouvais plus bosser comme j'avais envie et où j'étais un petit peu curieuse et où je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et un de mes amis journaliste m'a dit, est-ce que tu connais les NFT? Je dis non, qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, en 30 secondes, ça a fait boum dans mon esprit et ça a connecté tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis des années. J'ai un côté un peu geek et je pense très sincèrement que si j'avais l'âge de Valentin et Thomas, aujourd'hui, je serais en train d'apprendre à coder. C'est peut-être un petit regret que j'ai là. Bon, il n'est pas trop tard, hein, je peux encore me lancer là-dedans, mais très sincèrement, aujourd'hui, c'est ce que je ferais. J'ai toujours été un peu curieuse sur tout ce qui était nouvelles technologies et sur l'appropriation dans mon métier, aussi bien pour les marques avec lesquelles je travaillais, si ce n'est que j'étais un petit peu trop en avance. Toujours un petit peu trop, j'étais trop early. Et le problème, c'est que avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure non plus. Donc, essayer de convaincre les gens, il y a 12 ans, leur parler de QR code, c'est très sympa. Aujourd'hui, ça semble tellement naturel et tellement évident. Il y a 12 ans, ça marchait pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui je suis hyper excitée, je suis hyper enthousiaste sur cet aspect des NFT et des cryptos et que j'espère pouvoir partager ça un peu avec vous. On va le prendre par le prisme, un petit peu du marketing et des marques puisqu'on est chez Néoma, mais ce qui est hyper important pour moi, c'est que vous ayez un panorama complet, crypto, NFT, blockchain et métaverse, parce que si vous ne prenez qu'un seul élément, finalement, vous avez une vision qui est très parcellaire
Et ça finalement, on ne comprend pas très bien, on ne comprend pas forcément bien comment tout s'articule. Donc, c'est ce sur quoi on va essayer de réfléchir ensemble ce soir. Alors, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. La notion la plus importante, c'est la notion de non-fongibilité. La notion de non-fongibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, token, ça veut dire un jeton. Non-fungible, ça veut dire qu'en fait, il est unique. Il ne peut pas être remplacé par un autre. Un billet de 10 €, vous pouvez le remplacer par 2 billets de 5. Ou vous pouvez le remplacer par 5 pièces de 2. C'est quelque chose. Vous pouvez faire autant d'échanges que vous voulez, vous ne perdez pas en valeur. Un NFT, il est unique. Vous ne pouvez pas l'échanger contre un autre. Ça, c'est une notion qui est hyper importante. Il y a plusieurs notions hyper importantes qui font que c'est un NFT. La notion d'unicité, donc de non-fongibilité, en fait partie. En réalité, un NFT, c'est un contrat de propriété numérique. Ni plus ni moins. Ce n'est rien d'autre que ça. À partir du moment où vous avez à l'esprit que c'est un contrat, vous comprenez ce que c'est qu'un NFT. Un NFT, ce n'est pas forcément une image. Un contrat, c'est simplement deux parties qui sont d'accord, qui se mettent d'accord sur un échange. C'est ça le NFT. Et pour que le NFT soit un vrai NFT, il faut qu'il soit inscrit sur la blockchain. Non, c'est un contrat. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de choses. Ça implique que ça, ce n'est pas le NFT. Les petites images, ce n'est pas des NFT. Ça commence à faire partie du NFT. C'est ça qui est important. Ça, on s'en fiche. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est qu'en fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et quelques semaines, pourquoi est-ce que tous les projecteurs ont été mis sur les NFT? C'est parce que Beeple, qui est un artiste crypto-art, a fait une vente record chez Christie's, Sotheby's, Christie's. Chez Christie's, 69 millions de dollars. C'est la première fois qu'une œuvre numérique était vendue aussi cher que ça. Et ça a mis le coup de projecteur sur les NFT. Donc, pour beaucoup de personnes, en fait, les NFT sont associés à l'art. Et historiquement, on est d'accord que les contrats numériques dont on parle sont associés à l'art parce que ce sont les artistes du monde numérique qui ont vu une reconnaissance de leur travail. Et c'est grâce aux artistes, en fait, que les NFT sont nés. Mais les NFT, c'est un contrat. Ça, je vais vous bourrer le crâne avec ça. Ce n'est pas l'œuvre, c'est le contrat. Et le contrat, il a 4 informations essentielles. Il y a qui est l'acheteur, qui est le vendeur, la date et la valeur. Sorti de là, on peut associer tout ce qu'on veut à ce contrat. Et c'est là où ça devient intéressant pour les marques. Et c'est là où c'est essentiel. Parce qu'en fait, un NFT a 2 assets. Alors, je suis désolée, il y a juste un petit bug sur la mise en page, mais peu importe. Il y a ce qu'on va appeler le off-chain. Et ce qui est off-chain, il peut être enregistré où on veut. Et c'est aussi un des enjeux des NFT. Et la partie qui est on-chain, et elle va être inscrite sur la blockchain. Être inscrit sur la blockchain, on ne peut pas mettre toutes les informations sur la blockchain. Sinon, ça ferait des datas complètement délirants. Regardez juste dans votre téléphone la vidéo du bébé chat de votre belle-mère. Regardez la taille, le nombre de datas que ça représente. On ne peut pas tout enregistrer sur la blockchain. Déjà que les blockchains se font attaquer de toutes parts sur la consommation électrique, qui est un mythe. Donc, en réalité, ce sont ces informations-là qui sont inscrites sur la blockchain. La blockchain, c'est quoi?
C'est simplement une certification, une authentification d'opération et sur un temps donné. Et une fois que le nombre d'informations a été cryptographié sur ce temps donné, on crée un nouveau bloc. C'est le fonctionnement clairement du Bitcoin. Mais toutes les blockchains fonctionnent quasiment sur le même modèle. Donc, en fait, dans la blockchain, on va retrouver ce type d'informations. Et ce sont les seules informations qui resteront pérennes. Ça, que ça soit une vidéo, que ce soit une image, que ça soit de la musique, que ça soit tout ce que vous avez envie d'associer à votre NFT, tout ce qui sera off-chain va être enregistré sur d'autres serveurs. Et le réel enjeu de demain va être la pérennité de ces informations et combien de temps elles vont durer. Parce que sur l'information sur la blockchain, elle est réputée inviolable, infalsifiable et immuable. Ça veut dire qu'à partir du moment où il reste encore des ordinateurs qui participent à la cryptographie et dont les cartes mères en fait calculent, à ce moment-là, toutes les informations de la blockchain peuvent être retrouvées. Ça pourra, s'il reste un seul ordinateur valable, en tout cas en fonctionnement sur Terre, ça peut prendre des années, mais on pourra remonter sur toutes les informations. Toutes les informations pourront être retrouvées. En revanche, tout ce qui sera off-chain, ce n'est pas sur des serveurs qui ont la capacité de restituer l'information. Et je vais vous donner un exemple. Qui se souvient de la technologie Flash? Qui a créé des sites Internet en Flash? Bon, je pense qu'il y a quelques mois, vous avez reçu un petit message disant que le Flash Player ne fonctionnerait plus et qu'il fallait tout… voilà. C'est ça, en fait, l'enjeu de la pérennité de la technologie. C'est est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on pourra encore lire des images en JPEG? Aujourd'hui, on ne se pose pas trop la question parce que le recul qu'on a sur ces technologies-là, finalement, il est assez court au regard de l'histoire et de la technologie et de l'humanité, bien évidemment. C'est des questions qu'on ne se pose pas, c'est des questions qui vont être amenées à être posées. Donc, tout l'enjeu va se poser sur tout ce qui est l'enregistrement off-chain. Alors, la blockchain, c'est quoi? Deux mots. Tu peux me donner une info, une idée? Un réseau, ça fonctionne en réseau. C'est pas un réseau. Un registre. Un registre. Qui a dit un registre? Un bon point. Effectivement, la blockchain, c'est un registre. C'est un registre qui va enregistrer toutes les informations. Et les informations, achat, acheteur, identification de l'acheteur, identification du vendeur, la date et la valeur. Tout ça, ça va être enregistré à la suite, sans ordre précis, sans prévalence, sans rien du tout, juste à la suite. Et au bout d'un temps donné, hop, le bloc de clôture, il est lui-même cryptographié et le fruit de cette cryptographie sera la première ligne du nouveau bloc. Et puis, on va enregistrer toutes les informations à la suite. Et à la fin du nouveau bloc, ce nouveau bloc sera à nouveau complètement cryptographié et le fruit de cette cryptographie deviendra la première ligne du bloc suivant. On parle de blockchain, c'est qu'en fait, ce sont des cryptographies qui se font à la suite les unes des autres. Donc, il est enregistré 2 fois, alors? Alors, c'est pas enregistré 2 fois, c'est cryptographié 2 fois. C'est cryptographié même un nombre infini de fois, puisque je crois qu'actuellement, ça doit être toutes les 12 minutes, un bloc, en tout cas sur la blockchain Bitcoin, un bloc se clôture toutes les 12 minutes. Donc, c'est quoi la première ligne? C'est la première ligne? Je ne sais pas. Je suis pas une super pro de la blockchain.
Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant. Je pense que la première ligne, en fait, c'est… Alors, la toute première, il faut… l'histoire des blockchains, elle est super intéressante parce qu'en fait, ça a été créé… Pourquoi? Ça a été créé pour venir un petit peu compenser toutes les erreurs qu'ont faites les banques en 2008 et tout l'effondrement bancaire qui a eu lieu en 2008 et la crise de confiance qui a eu en 2008. Parce qu'en réalité, les banques existent. Pourquoi? Simplement parce qu'on a confiance. Pourquoi est-ce que les euros existent? C'est parce qu'on a confiance. Parce que le billet de 100 € que vous avez dans la poche, en réalité, il ne vaut pas 100 €. Il n'est pas 2 fois plus grand qu'un billet de 50. Donc, sa valeur intrinsèque, en fait, n'existe pas. C'est simplement parce qu'on fait confiance. On fait confiance, on a confiance en la BCE, on a confiance en le numéro de série et on sait que si on va à la banque, on pourra échanger un billet de 50 contre un billet de 100 contre 2 de 50, où on pourra échanger un service grâce à ce médium. En réalité, l'argent n'existe pas. On est déjà dans un monde complètement virtuel. Donc ça, c'est hyper intéressant de replacer un petit peu les choses. Donc en fait, cette idée de blockchain a été créée pour ne pas avoir de tiers de confiance et de pouvoir faire des échanges de valeurs, parce que c'est ça en fait, c'est de la confiance et c'est de la valeur, en peer-to-peer, donc de pair à pair. Donc entre deux particuliers peuvent certifier une opération sur la blockchain sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Lorsque vous faites un paiement par carte bancaire, vous avez un tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est votre banque. Votre banque, elle va valider ou pas l'opération. Dans la blockchain, la DeFi, le Web3, ces tiers de confiance n'existent plus. Donc, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses, en fait. Aujourd'hui, on aborde ça de manière un petit peu légère sur les NFT. Aussi un petit peu de légèreté dans tout ça. Mais on est dans un réel changement profond de société parce que ça va nous amener à réfléchir autrement. On peut poser une question. Par exemple, du coup, là, en l'absence d'un tiers de confiance, qui peut prouver que le prix qui est annoncé a été réellement payé? Alors, justement, ça, c'est le rôle de la blockchain. Le rôle de la blockchain, c'est, encore une fois, c'est un contrat. C'est un contrat, il y a deux parties. C'est je suis acheteur, je suis vendeur, je réalise une transaction et cette transaction a une valeur. Si les deux personnes sont d'accord, top là, c'est fait. C'est enregistré, on ne revient pas dessus. La valeur, en fait, tient au mode de cryptographie alors, je vais vous montrer juste après, voilà. Tient en fait au mode de cryptographie du Bitcoin, qui est en fait une proof of work. Proof of work, ça veut dire quoi? C'est tous les ordinateurs du réseau connectés, en fait, vont valider l'opération. Donc, c'est pas une seule personne qui va valider, c'est en fait, la cryptographie va avoir lieu, va créer un nœud, et tous les ordinateurs vont devoir décider je valide ou je ne valide pas cette transaction. S'il y a un certain nombre de nœuds qui valident cette transaction, la transaction elle est réputée écrite. Donc, elle existe. Donc, en fait, c'est tout un réseau qui valide une transaction. Ce n'est pas un tiers de confiance, c'est tout un réseau. Ce sont les pires. Vous et moi. N'importe qui a des… Ouais, je valide rien, je veux dire. Pardon? Je valide rien. Mais non, vous ne pouvez rien valider. Est-ce que vous avez votre carte mère avec vous qui calcule là? Non? Non. Non. Alors non, vous ne validez pas. Mais il y a des fermes entières de cartes mères qui valident et qui calculent et qui moulinent toute la journée, qui calculent et qui calculent et qui calculent. Et à partir du moment où la cryptographie, en fait, c'est comme une résolution de problème. À partir du moment où il y a un serveur qui a validé, la solution est présentée aux autres qui décident de valider ou pas. Et dans le lot, il y en a ou il n'y en a pas. Qu'est-ce qui pourrait faire que quelque chose n'est pas validé?
un manque d'information ou une information erronée ou une erreur d'attribution, une erreur de codage, un envoi qui serait envoyé sur une mauvaise adresse, l'adresse du récepteur qui serait mauvaise. Voilà. Du coup, si c'est plusieurs serveurs, ils ont chacun différentes façons de vérifier les informations, parce que alors, comment ça peut marcher? Parce que s'il y a un serveur valide, pourquoi les autres ne valideraient pas? Parce que c'est en temps de calcul. Comme des problèmes mathématiques, c'est une course. Le premier qui gagne, il Voilà. remporte la récompense. Là, c'est des bitcoins. Et la récompense, c'est toutes les 12 minutes, c'est un bitcoin. C'est-à-dire que celui qui a validé qui valide la cryptographie entière du bloc reçoit en récompense un bitcoin. La ruée pour l'or. Les gens qui ont la pioche font plus d'argent que les gens qui cherchent l'or. Exactement. En tout cas, ce qu'il faut absolument que vous reteniez, c'est que la blockchain permet en fait de valider des transactions. Après, il y a un autre mode de fonctionnement. Là, on a du proof of work et le proof of stake. Proof of stake, c'est finalement plus vous avez de réserves et plus vous avez du poids et plus vous êtes apte à valider une opération. Parce que le risque, c'est que si vous validez une opération qui s'avérerait être frauduleuse à un moment donné pour X et X raisons, en fait, tous vos avoirs seraient gelés. Donc, c'est tout à fait contre-productif. C'est nettement moins gourmand en énergie. C'est la base de certaines autres blockchain. En tout cas, ce n'est pas pour l'instant, c'est pas du tout le fonctionnement de. Bitcoin a un mode de fonctionnement qui lui est propre. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien acheter avec du Bitcoin. Vous pouvez acheter du Bitcoin, vous pouvez vendre du Bitcoin, vous pouvez valider des opérations sur la blockchain Bitcoin, mais vous ne pouvez pas faire d'achat avec le Bitcoin. Bitcoin fonctionne en circuit fermé. Les autres blockchains, la plus connue, c'est Ethereum. On attend avec impatience la version 2 d'Ethereum. Il y a beaucoup d'engorgement. Pour ceux qui ont acheté des cryptos et ceux qui ont acheté des NFT, il y a un an à peu près, le coût d'une transaction sur la blockchain Ethereum, on était, je vais vous parler en dollars ou en euros pour que vous ayez un ordre de grandeur, on était entre 10 et 20 euros à peu près la transaction, ce qui était quelque chose qui était absolument raisonnable. Plus il y a de demandes, plus il y a d'engorgement. Plus il y a d'engorgement, plus les gens sont prêts à payer cher, en fait, pour que leur transaction soit validée plus rapidement. Ce qu'on appelle les gas wars. Les gas wars, en fait, gaz, c'est le pétrole. Les gas fees, c'est ce qu'on paye, en fait, c'est la rétribution, en fait, que les serveurs qui ont cryptographié les informations reçoivent en rétribution pour la capacité de calcul qui a été donnée, qui a été fournie. Et par exemple, si vous avez un lancement d'une collection qui est très attendu et que tout le monde veut se connecter au même moment et que tout le monde veut acheter au même moment, vous avez une gas war. La gas war, c'est « OK, moi je propose 1 000 € pour que ma transaction, elle passe la première. » Ah ouais, toi tu proposes 1 000, moi je vais mettre 1 200. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et donc, il y a parfois, en fait, on se retrouve en fait avec des frais de transaction qui sont supérieurs à la valeur de transaction. Ça, c'est en train de se résorber, de se régler petit à petit. On n'est qu'au tout début. En fait, ce dont je vous parle là maintenant, c'est un peu comme si je débarquais en 95 et si je vous disais « Ah, mais attendez, je vais vous raconter comment ça fonctionne Internet. »
En 95, je vous rappelle, on avait des modems 56K. Il fallait plugger la prise de téléphone. Et puis, vous aviez la daronne qui râlait, qui disait « Oui, mais raccroche, je dois téléphoner, je dois passer un coup de fil, etc. » C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, on en est là. On est sur des gassoirs. Dans 1 an, 2 ans, 6 mois, ça n'aura plus de sens, ça ne voudra strictement plus rien dire. Le plus important à retenir, c'est pour moi la meilleure illustration, c'est qu'en fait, une blockchain, c'est comme un arbre. Donc, Bitcoin, c'est un circuit fermé. Intéressons-nous à Ethereum. Ethereum, on a ce qu'on appelle la main chain, mainnet. Donc, il faut imaginer ça comme un tronc. Et on va avoir des sidechains. Ah oui, ça dessine, mon Dieu, je fais des petits dessins et tout avec les doigts. C'est beau la technologie. On peut avoir des sidechains qui vont être des blockchains secondaires, qui vont être reliés à la chaîne principale, mais qui ne seront pas la chaîne principale. Donc, c'est des blockchains où, en fait, la capacité de calcul, elle est plus rapide, elle est plus fluide. Mais il faut considérer, il faut garder ça, il faut garder l'image d'un tronc. Pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a pas d'interaction aujourd'hui entre les blockchains. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a ce qu'on appelle les bridges. Et les bridges, en réalité, ne vont pas transférer une crypto sur une autre, mais vont bloquer et créer une image miroir sur l'autre blockchain. C'est comme si vous, au lieu de prêter 100 € à votre frère ou votre sœur, vous disiez « Ok, moi je bloque 100 sur mon compte et toi tu peux débloquer 100. » Et après, c'est réversible. Donc, c'est ça un bridge en fait, entre blockchains. Donc, il n'y a pas réellement d'échange. Ce sont des sommes miroirs. Le tronc principal, les branches, donc ça veut dire les sidechains. Et à ces sidechains vont être adossés tous ces petits ronds, sont les dApps qui vont être les usages, qui vont être tout ce que vous allez pouvoir acheter avec vos cryptos. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Mais j'avais besoin de dresser un petit peu le panorama. Je comprends bien, c'est pas super funky. C'est un peu, ça peut vous sembler peut-être un petit peu abrupt. Je ne sais pas si ça va revenir. Ça peut vous sembler un petit peu abrupt, mais ça permet en fait de comprendre comment tout s'articule. Et quand on comprend comment tout s'articule, c'est là où on peut décider j'achète pas, j'investis pas, j'utilise les NFT ou pas dans mon entreprise, je décide d'avoir une réflexion et d'intégrer la blockchain ou pas dans ma structure, ça a du sens ou pas dans ma structure. Si vous venez me voir et si vous me dites « Ah, je veux intégrer du Bitcoin dans mon entreprise », non, ça ne marchera pas, on ne va pas faire ça, on va faire autre chose, on va réfléchir autrement. On va réfléchir sur des sidechains, on va réfléchir sur les applications, donc les dApps. Les applications, c'est tout ce qui va vous permettre d'acheter avec des cryptos. Donc, c'est tous les usages dans lesquels vous allez pouvoir utiliser des cryptos, y compris les NFT. Alors, dans les principales blockchains dont vous avez peut-être entendu parler, dont vous entendrez parler, donc bien évidemment Ethereum, Tezos, Cardano, il y a aussi Ternoa. Tous les jours, il y a des nouvelles blockchains qui se créent. Elles veulent toutes révolutionner. Bien.
J'attends de voir. Cardano, il y a 6 mois, tout le monde misait sur Cardano. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Elles proposent la même chose ou toutes elles ont des. Alors, elle propose la même chose, c'est-à-dire c'est la validation, c'est l'enregistrement de l'information. En fait, il faut bien comprendre, il faut faire la différence entre la blockchain, la technologie, et les blockchains, les usages. La technologie, c'est tout ça. Après, les blockchains, c'est Ethereum, Tezos, Cardano, Terre Noire. Il y en a plein qui se créent. Plus elles vont attirer du monde, et plus elles vont gagner en force et en poids. Vous pouvez aller sur Cardano. Donc, effectivement, vous aurez des frais qui seront très légers. Mais finalement, quelle est votre garantie? La garantie, elle sera moindre que sur Ethereum, qui est celle qui draine quand même le plus de monde et le plus de transactions. La loi de l'offre et de la demande et la loi du marché. Dire, OK, on voit à peu près une blockchain principale qui est le tronc, des sidechains, c'est les branches principales. Ensuite, on a des graphes qui sont les dApps qui permettent donc les usages sur ces sidechains. Les échanges peuvent se faire de sidechain à sidechain grâce aux cryptos, mais à un moment donné, vous allez entendre parler de tokens. Les cryptos sont des tokens, les tokens ne sont pas des cryptos. Les tokens vont fonctionner en circuit fermé, dans une seule dApps, dans une seule application. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Imaginons la blockchain, c'est les États-Unis. Si vous voulez partir aux États-Unis, vous allez convertir vos euros en dollars. Et une fois que vous allez être aux États-Unis, vous allez pouvoir dépenser tous vos dollars. Et vous allez aller vous acheter une canette de Dr Pepper chez Target. Et comme ils sont sympas, vous allez acheter plein de trucs qu'on ne trouve pas en France. Et chez Target, comme ils sont super cool, ils vont vous donner une carte de fidélité avec des bons. Vous allez pouvoir utiliser chez Target. Et en face de chez Target, il y a Walmart. Très bien. En face de chez Target, il y a Walmart. Et chez Walmart, il y a des choses que vous ne pouvez pas trouver chez Target. Chez Walmart, vous allez pouvoir dépenser des dollars. Mais vous n'allez pas pouvoir utiliser les points que vous avez gagnés chez Target. C'est ça le token. Le token, c'est un circuit fermé. Ça vous permet d'avoir plein d'usages parce que du coup, chez Target, vos points, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous acheter une crème solaire, vous allez pouvoir vous acheter un t-shirt, vous acheter du chocolat, peu importe. Ça fonctionne en circuit fermé. Donc, c'est ça l'intérêt en fait des tokens, c'est de créer de la valeur qui va fonctionner dans un circuit fermé. Est-ce que vous connaissez Sorare? Vous voyez les cartes, voilà, ok. Ils ont un token qui n'est dépensable que dans leur univers. La plupart des applications et la plupart des dApps ont tout intérêt à créer leur propre token parce que vous n'irez pas les dépenser ailleurs, vous allez les dépenser chez eux et vous allez les faire circuler chez eux. Plus vous allez les faire circuler, plus vous créez de la valeur. Une question, est-ce que du coup, Sorare est un dApps? Oui. Un usage. dApps usage. Les monnaies dématérialisées, comme ça existe déjà en Chine ou comme ça va exister aux États-Unis, ne vont pas faire péter tout ça en fait. Est-ce que les monnaies dématérialisées, comme ça existe déjà en Chine. Mais toutes les monnaies sont déjà dématérialisées. Mais là, il va y avoir le yuan, il y a le yuan dématérialisé, il y a le dollar dématérialisé demain. Il faut pas lancer sur le yuan numérique parce que l'objectif du yuan numérique, il est très vicieux. On est d'accord?
C'est un contrôle total, c'est-à-dire qu'on est un pas plus loin que le contrôle social. Donc, ce qui veut dire que demain, avec le yuan numérique, c'est vous avez acheté trop de chocolat, vous avez acheté des bonbons, vous avez acheté ceci, vous avez acheté cela, vous avez un risque de diabète, vous risquez de coûter cher à la société, donc vous êtes déclassé. Là, c'est par le petit bout, parce que demain, il y a le dollar aussi. Donc, Mais c'est l'intérêt de toutes les monnaies. Avoir une monnaie numérique, c'est quoi? C'est garder la main, c'est garder le pouvoir sur le peuple. Mais enfin, depuis le Patriot Act, rassurez-moi, le fait que vous ne puissiez plus payer plus de 1 000 € en cash, si vous êtes une entreprise, plus de 3 000 si vous êtes un particulier, j'espère que vous ne pensez quand même pas que c'est pour endiguer le terrorisme. non, mais la fraude fiscale, tout simplement. Et voilà. Et où la liberté? C'est quoi 3 000 balles? 3 000 balles, c'est le prix d'un ordinateur. Vous allez à la banque, vous allez retirer 2 000 €. On va vous demander de remplir un CERFA en vous demandant ce que vous allez faire avec votre argent pour 2 000 €. Vous n'achetez pas une maison cash. Donc, tout ça, c'est simplement le pouvoir. C'est pour ça que les banques centrales, aujourd'hui, elles tremblent un petit peu de voir tous ces échanges de valeurs qui se passent sans tiers de confiance, sans eux. Pourquoi est-ce qu'on vous dit « ça favorise le terrorisme ». Il n'y a pas plus transparent blockchain. On sait qui a acheté, qui a vendu, à quelle date et combien. On sait exactement tracer toutes les transactions. C'est concrètement qui a acheté. Oui. C'est quelle personne? Mais bien sûr. Pré-KYC. Les personnes qui ont commencé très longtemps, à l'époque, il n'y avait pas de KYC du tout. Donc, il y a peut-être 100 personnes ou 1000 personnes dans le monde où on ne connaît pas l'identité. Mais à partir du moment où vous faites si par exemple, si toi, tu n'as pas déclaré ton identité, mais je te fais un virement, la blockchain, si je sais que c'est toi, maintenant, je peux dire à tout le monde que je sais que c'est toi. Parce qu'il va dire, tiens, il a acheté un truc à Camille. Donc, je sais maintenant qui c'est. Et justement, comme tout est transparent, à partir du moment où tu as trouvé l'identité d'un des maillons de la chaîne, tu peux quasiment remonter à l'identité du mec. Alors, il y a des personnes qui ne font que ça toute la journée. Parce qu'en fait, c'est un peu la chasse au trésor. C'est un peu de savoir qui est derrière, parce qu'en fait, on a une adresse, l'adresse du wallet, et ils cherchent en fait. Et vous pouvez, si je vous donne l'adresse de mon wallet, vous allez sur Etherscan, vous rentrez l'adresse de mon wallet et vous avez toutes les transactions que j'ai faites, tout ce que j'ai fait. Quel NFT, à quelle date, à qui, combien j'ai payé. Tout est transparent. Aujourd'hui, avec votre banque, ça n'existe même pas. Est-ce qu'on veut ça? Pardon? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ça, on a le choix. C'est un choix. L'intérêt de la transparence de ces données, c'est pour l'intérêt de la transparence de ces données. Oui. C'est pour montrer que le système est sécurisé et transparent. Exactement. Exactement. Et ça donne confiance aux. La confiance, en fait, elle est donnée par quoi? Si vous allez voir votre commerçant, la confiance, elle est donnée par votre banque. Vous savez que vous allez pouvoir donner 2 000 € et avoir un ordinateur. A priori, si l'ordinateur a un pépin, vous allez pouvoir dire à votre banque, stop, j'ai un problème de transaction. Donc, en fait, le tiers de confiance, il est là. Donc, sur la blockchain, tout le monde a intérêt à être transparent et personne n'a intérêt à faire de bêtises parce que de toute façon, on est ban tout de suite. C'est pour ça qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des erreurs d'adresse de wallet, etc. Donc, il y a plein d'histoires. Tous les jours, il y a des histoires. Mais c'est un feu de paille. Ça va pas bien loin parce que il y a des personnes, je vous dis, qui aiment la chasse au trésor et qui passent leur temps à chercher. Qui passent leur temps à chercher où sont passées les sommes qui ne sont pas arrivées au bon endroit. Un job d'avenir. Donc, tout cet écosystème,
En fait, c'est une expression de quelque chose qu'on connaît déjà. Parce que si au lieu de vous parler de token, je vous parle de carte de fidélité et de points, Monoprix ou je ne sais pas quoi, ça vous parle déjà, vous savez ce que c'est. En fait, tout ça, il y a juste le changement essentiel, c'est qu'il n'y a plus un tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est ça la différence. L'écosystème, blockchain, crypto-token et NFT, ça en fait concourt à la création de quelque chose qui est un petit peu différent. Les métaverses. Quand vous dites qu'il n'y a pas de tiers de confiance, en fait, c'est la blockchain qui est le tiers de confiance. Oui, mais la blockchain. Alors la blockchain, c'est pas comme le SAV du Crédit Lyonnais. Si vous avez une erreur d'adresse, vous ne pouvez appeler personne. Parce qu'en fait, c'est tous les ordinateurs connectés à la blockchain qui ont validé. Donc c'est tout le réseau qui est le tiers de confiance. Si vous vous plantez, c'est en tout temps en fait qu'on apprend. Un jour, j'ai voulu acheter des tokens du PSG. En bonne parisienne que je suis. Donc, j'ai voulu acheter les tokens du PSG. C'était sur Socios et c'était en Chiliz, qui est le token de Socios. Si ce n'est que minuit, je suis dans mon lit, je suis sur mon téléphone, je fais n'importe quoi. Et au lieu de convertir mes Ethers en Chiliz et ensuite d'acheter des Chiliz, j'ai envoyé directement des Ethers. C'est exactement la même chose que de jeter un billet de 500 au fin fond de la mer. C'est perdu. Il y a personne à qui appeler et dire « Ah, je me suis plantée, vous pouvez me les rendre s'il vous plaît ?» Ça n'existe pas. Et ça va nulle part. Ça ne va nulle part, ce qu'on appelle burn. Ça disparaît. Il y a énormément de bitcoins qui ont été burn, qui n'existeront plus, qui ne sont plus. Idem pour des Ethers, mais c'est tous les jours. Moi, c'était sur une petite somme. Je m'en fous, je me suis offert une petite leçon. Donc maintenant, je sais qu'après 22 heures, je ne fais aucune transaction sur mon téléphone. Et même avant 22 heures, je fais la transaction sur mon grand écran pour bien voir ce que je suis en train de faire et ne pas me tromper de bouton et ne pas cliquer sur le petit bouton qui fait que j'envoie ça, je ne sais pas où, et que je me compte. C'est le prix à payer. Les cryptos vous permettent d'acheter des NFT. Les NFT, je vous ai dit, c'est un contrat. Le contrat, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Le contrat, ça peut être des œuvres d'art. Il y a des plateformes qui sont spécialisées. Vous avez Foundation, vous avez e-Catbook, vous avez des artistes qui ne vendent plus que sous forme de NFT. Ça ne peut être simplement une œuvre numérique. Ça peut être adossé à une œuvre physique. Comme c'est un contrat, vous faites ce que vous voulez. Votre NFT, vous mettez ce que vous voulez derrière. Vous voulez créer un NFT de $1 et envoyer un billet de $1 à chaque personne qui achète votre NFT de $1, faites-le. Vous voulez créer un NFT et créer une expérience, faites-le. C'est un contrat. À partir du moment où vous avez à l'esprit que c'est un contrat, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Et c'est l'acheteur qui décide ou pas d'acheter votre NFT en fonction de ce qu'il y a derrière. Donc, ça peut être une œuvre d'art. Il y a plein d'œuvres d'art physiques, mais ça peut être des sculptures, mais ça peut être simplement un fichier, un fichier numérique aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il va y avoir derrière. Ce qu'il y a derrière, ce qu'on appelle le smart contract. Le smart contract, c'est le contrat intelligent. Quand je vous disais, aujourd'hui, j'adorerais reprendre des études et apprendre à coder, c'est juste pour aller créer du smart contract. Et le smart contract, en fait, c'est ce qui va créer la réelle valeur du NFT.
C'est qu'est-ce que le NFT, qu'est-ce qu'il m'autorise à faire? Est-ce que est-ce que ça va être un membership comme les Bored Ape Yacht Club? Vous voyez ces singes, le floor price, je crois qu'il est à 250 000 $ à peu près pour acheter un NFT. Les Bored Ape, c'est les singes, en fait, c'est des NFT, vous les connaissez sûrement, ils sont hyper connus. En fait, ils se sont lancés il y a un peu moins d'1 an. Et aujourd'hui, pour pouvoir en acheter un, donc en fait, c'est de l'art autogénératif, c'est-à-dire il y a un personnage avec plusieurs attributs. Le smart contract, lors de la mise en vente, je vais réexpliquer après la différence entre collectibles et en fait, à créer de la rareté. Et en fonction de la rareté du NFT, ils ont une certaine valeur. Et le floor price, aujourd'hui, il est à 250 000 $ à peu près. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en acheter, enfin, ça ne se négocie pas en dessous de 250 000 $. 400. Pardon ? On va passer à 400. On est passé à 400. C'était un bon prix. Tout ça, en fait, tout ça va participer à ce que seront les métaverses. Alors, les métaverses, je vais tordre le cou tout de suite aux croyances. Non. Ouvrez bien vos oreilles. Non. Non, les métaverses, ce n'est pas vivre avec un Oculus sur la tête H24. Les expériences de réalité virtuelle feront partie des métaverses. Ce n'est pas les métaverses. Les brocolis sont des végétaux. Tous les végétaux ne sont pas des brocolis. C'est ça la différence. La réalité des métaverses, en fait, la notion qui est hyper importante dans les métaverses, et c'est là, en fait, où vont venir les réelles applications, et pour les marques, et pour vous au quotidien, parce que j'ai bien conscience que tout ce qui est blockchain, ça reste un petit peu nébuleux pour vous, et que ceux qui gagneront des parts de marché sont ceux qui simplifieront l'UX, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. On n'a pas réfléchir, est-ce que je suis dans la bonne crypto, est-ce que c'est le bon wallet, est-ce que je l'envoie au bon endroit, etc. Ça demande quand même une certaine démarche intellectuelle et parfois, on a juste envie, comme sur Amazon, de cliquer, de dire « OK, je sais que c'est payé et ça va arriver chez moi demain ». Donc, l'UX va être un des réels enjeux. Et l'UX va se déployer grâce au métaverse. Même si on gardera les fondamentaux, c'est-à-dire blockchain principalement, blockchain et crypto. Les métaverses, ça va être une somme d'expériences. Et les métaverses, pour moi, la notion la plus importante dans les métaverses, c'est la notion de spatialité. Et pourquoi est-ce que je vous parle de spatialité? Parce que ça va être toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir avec votre environnement. Et ça va être ça, le réel enjeu des métaverses. Aujourd'hui, on a des proto-métaverses qui sont malgré tout très centralisés. Les principaux, c'est Decentraland, Sandbox, etc., qui vous permettent déjà d'avoir des expériences. Si vous avez joué aux Sims, c'est des versions Sims améliorées. Vous avez un avatar et l'avatar a des interactions. Mais la réalité du métaverse et la réalité, ce vers quoi nous tendons, c'est la spatialité. Ce qui veut dire que demain, dans mon environnement, je pourrai avoir des interactions en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Je pourrai avoir des interactions avec n'importe quel, avec mon téléphone, mais aussi à travers mon écran. Et le vrai enjeu qui est en train de se dessiner avec Yuga Labs d'ailleurs, qui est la société qui a édité les Bored Ape Yacht Club, et ils peuvent, avec tous les millions qu'ils ont engrangés, en fait, ça va être l'interopérabilité des différents métavers, c'est-à-dire que vous aurez un avatar qui pourra se déplacer de plateforme en plateforme et d'usage en usage, et vous n'aurez pas
à avoir un avatar différent suivant les plateformes. Ça, c'est le rêve de n'importe quel créateur de métaverse. On n'y est pas encore, ils y travaillent, c'est très bien, allons-y. Moi, c'est la seule chose que j'attends. Aujourd'hui, on peut avoir des interactions déjà. Il y en a plein, tous les jours, il y a un nouveau métaverse qui sort. Un des plus prometteurs est Nemesis, qui a une capacité de calcul, une fluidité qui est bien supérieure à Sandbox et Decentraland. Ce qui est intéressant par rapport au métaverse, c'est que là, les NFT vont avoir un usage. Vos collections, vous allez pouvoir les afficher, vous allez pouvoir les partager, vous allez pouvoir les partager, vous allez pouvoir les afficher, vous allez pouvoir créer des interactions, vous allez pouvoir les vendre, vous allez pouvoir les échanger, vous allez pouvoir les louer. Encore une fois, le NFT, c'est un contrat, donc vous faites ce que vous voulez. Vous voulez louer votre avatar, louez votre avatar. Qui se souvient des Tamagotchi? Qui en a fait mourir combien? Alors, les Tamagotchi, c'était un espèce de petit truc comme ça. Il fallait faire bip bip à certaines heures. Il y avait un petit programme aléatoire. Si vous ne lui donniez pas à manger en temps voulu, il mourait. Demain, vous pourrez louer un avatar. Vous pourrez louer vos services dans un métaverse pour que quelqu'un promène votre chien virtuel pour qu'il ne meure pas. Vous pourrez payer quelqu'un qui fera la queue dans un service des impôts. Ce sera même plus vous, ce sera votre avatar. Ou vous pourrez louer un avatar. Tout est à créer, tout est à inventer. Ce que je vous dis là, c'est même pas. On est très loin de l'imagination et de tous les usages qui vont pouvoir être créés. Et tout ça, ça sera possible grâce aux NFT que vous aurez achetés. Mais si vous faites partie des gamers ou si vous avez des enfants, ils ont déjà l'habitude de ça. Ils ont déjà l'habitude d'acheter des NFT. Quand ils vous demandent d'acheter des skins dans Fortnite, c'est quoi? Des NFT. La seule chose, c'est que lorsque Fortnite s'efface, ils ne sont plus propriétaires de leurs skins. Parce que le jeu arrive à sa fin, ils ne sont plus propriétaires. Là, ils seront toujours propriétaires. Ils pourront les louer, ils pourront les créer. C'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, en créant et en codant, vous allez pouvoir vendre. Aujourd'hui, les métaverses, l'avenir du métaverse, c'est le gaming, pas que. C'est toute la partie gamification. C'est-à-dire que je vais créer du jeu. Nous sommes des animaux sociaux qui avons besoin de jouer. Si je prends n'importe quel téléphone, trouvez des jeux. Vous jouez dans le métro, vous jouez aux toilettes, vous jouez. Si vous ne jouez pas, c'est que vous êtes proche de l'encéphalogramme plat parce que le jeu permet l'apprentissage. Et sans jeu, il n'y a pas d'apprentissage. Vous jouez pas avec vos enfants? Voilà, vous jouez. Vous jouez. Je mets pas de valeur sur le jeu. Vous jouez. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin de jouer pour apprendre. Vous vous ennuyez, vous attendez le train, vous allez jouer. Vous allez compter le nombre de pavés. Vous allez dessiner des petits ronds sur un bout de papier. Vous jouez. Nous avons besoin de jouer. L'avenir des métaverses, c'est ça, c'est le jeu. C'est rendre toutes les opérations que nous allons faire ludiques. Il y a un réel enjeu financier qui est le play to earn. Aujourd'hui, à mon époque, j'avais une PlayStation. Non, j'avais pas une PlayStation, c'est mon fils qui a une PlayStation. J'avais une Super Nintendo. Et je payais les jeux pour pouvoir jouer sur ma Super Nintendo. Bon, Internet n'existait pas. Donc je ne jouais pas encore en réseau, mais je payais. Je payais mon Zelda, je payais je ne sais plus quel jeu. Aujourd'hui, vous êtes payé pour jouer parce que vous créez de la valeur.
et en fait, on paye votre temps d'attention. Tout est en train de changer. Demain, vous serez payé parce que dans votre jeu préféré, vous allez créer des applications en no-code ou en code. Ça sera sous forme de NFT et vous serez payé pour ça, d'une manière ou d'une autre. Tout est en train de changer. 3 types principaux de NFT. Je vais parler des NFT artistiques. C'est les NFT que les artistes créent. Vous pouvez créer un NFT et vous pouvez le vendre. NFT artistique, un exemplaire. Imaginez, c'est comme une œuvre. Ça peut être aussi 10 exemplaires, comme si vous aviez un tableau et si vous créiez une lithographie. Les collectibles, c'est ça les bordés. Les collectibles, on part d'un sujet. Une question juste avant sur les NFT artistiques, c'est plus de la curiosité. Qu'en est-il des œuvres qui existent déjà et qui existaient avant la création de NFT? On peut les créer sous forme de NFT et on peut acheter le NFT. C'est de la Joconde. Pardon? C'est de la Joconde, par exemple. Personne ne possède la Joconde. Il n'y a pas de NFT de la Joconde. Mais c'est possible. C'est possible. Non, je pense pas. Je pense pas que le Louvre soit d'accord pour ça. Je pense qu'il peut y avoir un usage qui sera créé. Alors pas sur la Joconde. En fait, tout est question de droit et d'ayant droit. Alors, je demande juste un instant. Non, en fait, si tu veux, sur la Joconde, les NFT, il faut les voir comme la peinture. Imagine, la peinture n'existe pas et demain, on découvre qu'on peut peindre. Tout le monde va se mettre à peindre et tout le monde va dire « ouais, c'est génial ». Puis après, tout le monde sait peindre. Van Gogh, aujourd'hui, tu peux prendre une photo. Tu prends une photo, tu l'as sur ton téléphone. Les NFT, c'est pareil. C'est-à-dire que la Joconde, tu peux. Hein. Un mec qui va prendre ça, etc. Après, il y a des questions d'ayant droit. Mais ce qui donne de la valeur, c'est tout le monde sait très bien que ce n'est pas toi qui as fait la Joconde. Tout le monde s'en fout. Et personne n'est prêt à acheter, en fait. C'est combien de personnes sont intéressées à voir ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut penser. Je comprends tout à fait. C'est juste une question de désirabilité. Donc, vous pouvez créer tout ce que vous voulez sous forme de NFT à partir du moment où il y a un acheteur. Il y a des acheteurs pour plein de choses. Là, ça va être ça va être l'été. Vous allez partir dans le sud de la France sur les marchés. Vous allez en voir des croûtes au kilomètre. Des peintres locaux qui font leurs petits voiliers bien moches. S'il y a des gens pour acheter, l'offre et la demande. C'est juste ça. Collectibles, un personnage, des attributs, c'est ce qu'on appelle de l'art autogénératif ou génératif. C'est l'algorithme, c'est le smart contract qui va déterminer. Ici, on a des casquettes qui sont identiques. On a les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est un attribut différent. On a la couleur du fond, c'est un attribut. La couleur des vêtements, etc. Tout ça, ce sont des attributs. Lorsque les NFT sont lancés, lorsqu'il y a un drop, donc de manière totalement aléatoire, il va y avoir des combinaisons d'attributs. Plus les attributs sont rares et plus le NFT sera cher et plus il va y avoir de désirabilité et plus le second marché va s'enflammer et plus les gens vont vouloir chercher, et c'est ce qui fait en fait la réelle valeur de la collection, plus que l'aspect esthétique, bien évidemment. Le vrai enjeu de demain des NFT, c'est avec la certification. Ça, c'est très anecdotique. Ça, tout ce qui est art et collectibles, les collectibles, c'est la bulle Internet de 2001 qui est en train de nous pendre au nez, clairement. Ça va rester pour les artistes qui sont des vrais artistes, qui ont un talent, qui s'inscrivent dans le temps et où il y aura toujours des gens qui vont avoir envie d'acheter et qui auront envie de ça. Là, s'il n'y a pas d'utilité derrière, ce qu'on appelle les utilities, si c'est juste des petites images, ça va être comme les collections de porte-clés. Mes parents ont bien connu dans les années 70.
Vous achetiez un paquet de lessive, vous aviez un porte-clés. Vous alliez faire le plein, vous aviez un porte-clés. Vous achetiez un pack d'eau, vous aviez un porte-clés. Vous aviez des super belles collections de porte-clés qui aujourd'hui ne valent rien, juste pour les nostalgiques. Tout ça, ça reste des NFT. Le réel enjeu, il est sur la certification. La certification, on en a besoin. On en a besoin pour la traçabilité, on en a besoin pour la valeur, on en a besoin pour les marques de luxe. Qui ont besoin de certifier l'origine de leurs produits, qui ont besoin de certifier que le produit sort bien de leurs ateliers et peut entrer sur le second marché. Ça, c'est les 3 catégories de NFT. Même mécanique. Acheteur, vendeur, date de valeur, date, valeur et inscrit sur la blockchain. Marché aujourd'hui, je vous ai dit, les collectibles. Donc là, on est en millions. Donc là, c'est 8 milliards. 8 milliards dépensés dans les collectibles, jeux vidéo, œuvres d'art, NFT métaverse. NFT métaverse, c'est tout ce qui va être les usages et les utilités dans les métaverses. Là, on est juste aux prémices. Ça, on parle de depuis le début ou genre sur une période Sur une période, c'est sur 2021. NFT métaverse, ça va gonfler avec l'usage et plus il y aura de monde dans les métaverses, plus il y aura bien évidemment besoin de NFT dans les métaverses puisque c'est comme une clé, c'est comme un usage, c'est quelque chose qui va vous permettre. Et NFT utilitaire et finance DeFi, donc finance décentralisée. Aujourd'hui, ça reste faible parce que c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui ne touche pas encore le grand public. Et tout ça, en fait, tout va être redistribué. 2022, je pense que le classement aura changé. Je pense que les jeux vidéo vont booster et Metaverse vont booster aussi, fortement. Vous pouvez expliquer ce que c'est les NFT utilitaires et finance? Alors, les NFT utilitaires, c'est tout ce qui va être certification. Oui, mais ça marche comment exactement, vous avez dit? Certification, c'est par exemple Vuitton qui va décider de certifier son sac. Et donc, le NFT qui va créer un NFT du sourcing pour vérifier que c'est un cuir qui vient d'un circuit qui est estampillé, etc., qui respecte bien les normes, etc., jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie. Donc ça, c'est l'utilité, c'est la certification, l'authentification. Ça veut dire que demain, au lieu d'acheter juste un sac à main avec une étiquette, le cuir vient de machin, on achètera le sac à main et le NFT avec son volet. D'avoir la carte de certification finalement. Voilà. Et le NFT vous permettra de revendre. Le NFT vous permettra de revendre votre Rolex, votre sac. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà des marques. Oui, tout à fait. Jacobs & Co, qui fait des montres à plusieurs centaines de milliers de dollars, crée des NFT pour certifier ses montres. Donc ça, c'est l'utilité. Et cette certification, elle a de la valeur en soi ou elle a de la valeur que associée à l'objet physique? Elle peut avoir, tout dépend qui achète. Elle peut avoir la valeur associée à l'objet physique, mais vous pouvez acheter aussi, il y en a. Il suffit de se balader sur eBay. Sur eBay, vous allez avoir des gens qui vont vendre des places de concert qui ont eu lieu il y a 10 ans. Et vous allez avoir des gens qui vont acheter. Ça a eu lieu, il n'existe plus. Mais donc, même si le sac n'existe plus, vous pourrez acheter le NFT parce que vous avez la preuve qu'il a existé. L'offre et la demande. Je sais même plus à quelle date on est. Il y a 3 semaines. J'étais au Portugal. J'étais au Portugal pour une conférence et donc le NFT était un NFT à attester qu'on était présent. Il y a des gens qui le revendent. Ils n'y étaient pas. Enfin, ils s'en foutent, ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils le revendent et il y a des gens qui achètent. Ouais, moi j'étais. On ne sait pas quelles sont les motivations profondes d'achat des gens. Ça peut nous sembler très étrange, mais à partir du moment où il y a un acheteur, tout se vend. C'est l'appartenance à la communauté, souvent. Exactement. Quand tu as un concert de Club Dorothée, on a tous acheté un t-shirt et pourtant aujourd'hui, on irait l'avoir acheté.
Et à l'époque, on aurait mis tout son argent de poche pour des mois pour s'acheter ce fameux t-shirt. Exactement. Et maintenant, je nierais l'avoir acheté. Et il y en a qui sont fiers de l'avoir acheté. Je sortirai dans mon armoire et il vaudra quelque chose. Le marché est colossal. Les applications sont infinies. Le marché est colossal. Je passe rapidement là-dessus parce qu'en fait, 8% des personnes aujourd'hui en France possèdent des cryptos et 37% sont tentées. Je pense que le seul gap, c'est un petit peu la difficulté. C'est aussi comprendre à quoi ça sert, comprendre comment ça fonctionne. Forcément, quand on se plante, on perd ses cryptos, ou quand on voit en fait on voit le delta qu'il peut y avoir sur une seule journée. Aujourd'hui, globalement, les bitcoins oscillent entre 30 et 40 000 euros. Un delta de 25. Soft. Mais si vous êtes habitué à un PEA ou à un livret A, forcément, une variation de 25%, ça vous donne un peu les chocottes. Il y a eu aussi, on a pu lire dans la presse, des fois des sociétés qui ont disparu, qui détenaient des cryptos de tout un tableau de vente. Et là, comment ça s'explique, puisque vous dites que normalement, c'est dans tous les ordinateurs de la planète? Alors, ça s'explique d'une manière très simple. You own the key, you own the money. Si vous n'avez pas la clé, c'est pas vous qui possédez les cryptos. Il y a plein de plateformes qui vous permettent d'acheter des cryptos avec votre carte bancaire. Ce n'est pas vous qui possédez les cryptos. La plateforme. Et il faut que ça soit bien clair. You own the key, you own the money. Vous n'avez pas votre clé privée des cryptos, vous n'avez pas l'argent. Et ces plateformes-là, alors il faut lire les petits caractères, et vous en avez 25 pages de conditions générales. Elles vous rémunèrent sur la variation. Donc, en fait, elles jouent au casino pour vous. Et si demain, elles veulent fermer, elles peuvent. Tu peux balancer eToro. C'est les plus agressifs sur le marché. C'est ceux qui font le plus de marketing. Et c'est ceux qui, si demain, ils décident de tout fermer, partent avec la caisse. Clairement. Vous voulez acheter des cryptos? Très simple. Vous choisissez un exchange qui a pignon sur rue. Évitez Binance, c'est des Chinois. C'est à titre perso, je ne suis sponsorisée par personne. Choisissez un exchange européen, choisissez un exchange américain, quel qu'il soit, je n'ai pas de préférence. Et avec cet exchange, vous créez votre wallet. Vous créez votre wallet, généralement MetaMask, c'est quand même le plus connu. Là, vous pouvez commencer à acheter des cryptos que vous les possédez. Si vous voulez vraiment garantir vos cryptos, vous achetez un cold wallet, vous achetez un ledger. C'est comme une clé USB, vous la pluguez sur votre ordinateur, ça enregistre sur votre clé et ça sort du circuit. Donc, même si quelqu'un vient pirater votre MetaMask, les cryptos sont en sécurité. Parce que physiquement déconnecté. Physiquement déconnecté. C'est ça le business de la boîte Ledger, justement? Oui. Alors, Ledger, c'est des Français. Et en fait, Ledger, ils sont tellement avancés sur le sujet que un wallet aux États-Unis, c'est un Ledger. Comme pour nous, du papier collant, c'est du scotch. C'est passé dans le langage courant. Toutes les marques sur les NFT. Toutes. De la plus grande à la plus petite. De manière plus ou moins intelligente, plus ou moins subtile. Tout le monde y est, tout le monde veut y être. Il y a un engouement, un truc que ça fait quelques années que je suis sur le secteur. J'ai jamais vu ça. Depuis le mois d'août, mon site internet est tout pourri. Enfin, c'est même pas une page d'accueil. C'est juste entrez votre email, on vous prévient quand vous êtes là, parce qu'en fait, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'être sollicité. Non-stop. Tout le monde veut en être. Tout le monde veut faire partie de ce secteur-là. C'est normal. Le luxe, énorme moteur, parce que très gros budget en recherche et développement, parce que clientèle en recherche de nouvelles expériences non-stop. Donc, ils ont la clientèle, ils ont les budgets, ils ont
toute la matière possible et imaginable puisque c'est des créatifs. Donc, le luxe est hyper moteur. En 2021, secteur du luxe grâce au NFT, je parle que NFT. Le chiffre d'affaires global du secteur du luxe a progressé de plus 10%. Et la prévision pour 2025, c'est Morgan Stanley qui fait cette prévision-là, c'est pas moi. J'ai pas le temps. Pas le temps pour les calculs. Leur prévision, c'est plus 25% seulement sur le secteur du luxe. C'est énorme. Ça, c'est la vente de tokens qui leur rapporte ce chiffre d'affaires-là. NFT, plutôt NFT, puisque voilà. Donc, c'est des ventes de choses virtuelles, on est d'accord. Exactement. Gucci, ils ont fait un super coup. Gucci, moi je les kiffe. Vraiment, je les suis parce que c'est eux qui sont vraiment en avance. Il y a 2 ans, Gucci, ils ont réussi à vendre des baskets virtuelles. Donc, des baskets qui étaient à peu près à $800 en boutique. Et vous pouviez, pour $20, vous pouviez acheter en réalité augmentée une paire de Gucci que vous pouviez voir à travers votre téléphone sur votre pied. Les prendre en photo et balancer sur les réseaux sociaux. Ça a cartonné. C'est du virtuel. Vous n'aviez pas de basket Gucci. Non, vous aviez un wearable. Vous étiez ultra hype. C'est encore mieux que d'avoir une paire de Gucci. C'est beaucoup plus stylé. Donc, ils y sont tous. Pour moi, un des plus beaux projets qu'il y a eu, c'est Vuitton l'année dernière pour ses 200 ans, le jeu Louis the Game. C'est avec eux où je me suis dit, ils sont super bien accompagnés, ils sont super bien conseillés, ils sont très malins, ils sont très intelligents, ils ont vraiment fait plaisir à leur communauté, ils ont vraiment bien réfléchi. Ils ont créé un petit jeu virtuel où en fait vous aviez un petit personnage qui se baladait et vous alliez collecter des NFT. Là où ils ont été très forts, très très forts, c'est que ces NFT ne pouvaient être ni achetés, ni vendus. Donc, pas de spéculation. C'est le premier NFT Vuitton. Pas de spéculation possible. Je me suis dit, ils sont super malins. J'adore. Pour moi, c'est un des plus beaux projets NFT qui soit dans le secteur du luxe. Après, Gucci, ils sont super forts. Il y en a d'autres qui se plantent un peu. Pourquoi le fait de pas avoir de spéculation, c'est hyper bien? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous gardez l'essence même du NFT. Alors, on peut se dire, moi, je veux qu'il y ait de la spéculation. Il pourrait y avoir, à un moment donné, peut-être que le smart contract prévoit que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, le NFT puisse être vendu. La spéculation, c'est exactement la même chose que ne pas vouloir de spéculation. C'est exactement la même chose que Chanel, qui prend les coordonnées de chaque acheteur de ses sacs et qui ne vous autorise pas à en acheter plus de 1 par an, pour être certain que vous ne le revendiez pas et que vous ne gagniez pas d'argent sur leur dos. En fait, l'idée. NFT, source de revenus pour les stars. Messi reçoit une partie de sa rémunération de Paris en crypto. Mbappé, tous les joueurs de foot, de toute façon, ils y sont maintenant, en fait, reçoivent des rémunérations sur la vente de leur NFT. Il y a même des délits d'initiés. Alors, je ne sais plus dans quel club, je crois que c'est un club anglais ou club allemand, où il y avait un joueur dont les performances n'avaient pas été au top. Et au sein du club, il savait que, en tout cas, son contrat ne serait pas renouvelé. Donc, ses petits camarades, un bon petit camarade d'équipe de foot, ont revendu le NFT, délit d'initié. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans un NFT, dans le smart contract, vous pouvez décider de royalties. Et ça change tout. Ça change tout pour les artistes parce que les royalties, c'est ce que vous allez percevoir automatiquement. Le mot important, c'est automatique. À chaque revente, vous allez pouvoir percevoir
un pourcentage des ventes. Non seulement vous touchez sur la vente initiale, mais vous touchez sur chaque revente. Ça change tout. Dans la propriété intellectuelle, du coup, on pourrait imaginer que des auteurs, journalistes, artistes, etc., cryptent, contractent un NFT, le balancent sur des plateformes et qu'après, ça s'échange de cette façon-là et il y a des royalties qui soient associées. Exactement. Exactement. On est en train de travailler sur l'album d'un artiste, album musique. Et donc, l'échange, à chaque fois que le fichier s'échangera, lui, il n'aura plus à toucher. Aujourd'hui, quand vous êtes artiste, c'est une usine à gaz. Alors, tout le monde nous l'envie, c'est la SACEM. C'est une usine à gaz qui va devoir compter le nombre de streaming, le nombre de diffusions radio, le nombre de diffusions ceci, cela, etc. Faire une espèce de mixture et calculer les droits d'auteur que vous allez toucher 6 mois plus tard, à l'année N+1 plus 6 mois. Là, ça sera automatique. C'est revendu, ça vient sur votre wallet d'artiste. Automatiquement. Mais qu'est-ce qui vient sur le wallet d'artiste? Le pourcentage des royalties que vous avez décidé. Votre NFT, vous achetez mes tomates après moi au marché, je fais comment? Vous faites exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez converti vos exchange par le marché exchange, genre vos exchanges, votre wallet, ben là, ça va être votre wallet, votre exchange, votre porte-monnaie en euros. Il y a quand même un intermédiaire. Confiance, du coup, mais... Exchange. Votre exchange, il ne valide pas. Enfin, j'ai juste le... Il y a un taux. Si on il y a un taux, quand même. Comme une action. Pour prendre un exemple, imaginons donc un artiste qui fait son tableau, il a son NFT qui est généré. Puis ça passe faire vendu. Donc à ce moment-là, entre deux personnes finalement, il n'y a pas d'autres tiers, pas de galeriste, il n'y a personne. Monsieur B rachète à A son tableau. Donc comment on sait que, par exemple, il a payé réellement 10 000 et que l'artiste, lui, a le droit d'avoir 5% si c'est dans le smart contract? Parce que c'est dans crypto. Donc, vous avez acheteur, vendeur, la date et la valeur. Non, mais les 10 000, à la rigueur, si les deux se mettent d'accord, ils peuvent dire... si vous faites en cash... Non, pas en cash. C'est du black, c'est au black, mais dans ces cas, ça compte pas. Ça sort de l'assurance, t'es plus assuré, t'as pas c'est plus un NFT. Les sommes sont transférées comment, alors? De wallet à wallet. Ah oui, de portefeuille en crypto en portefeuille à crypto. Tu t'enlèves les billes. billes. Là où on a la trace exacte. Exactement. Quand je dis acheteur-vendeur, date et valeur, ce sont les informations qui sont on-chain sur la blockchain et ce sont les informations qui sont inscrites dans votre wallet. Oui, et donc ça veut dire obligatoirement paiement en crypto. Obligatoirement paiement. Mais ça coulait de source, mais sinon c'est pas un NFT. D'accord. Et aujourd'hui, pour les artistes, vous revendez un artiste, vous vendez une œuvre dans une galerie. Vous avez quelqu'un qui l'achète, la galerie, elle va vous donner 50% dans le meilleur des cas. Et puis surtout que la première fois. Et que la première fois. C'est ça la question. Pour avoir des droits de suite dans une galerie, c'est très compliqué. Il faut que ça soit un acheteur en France, il faut qu'il se soit acquitté de la TVA, il faut que ça ait un certain montant, il faut que vous n'ayez pas vendu plus de X pièces, enfin bon. Pour pouvoir valider des droits de suite, parce que c'est le terme juridique pour un artiste, pour pouvoir valider des droits de suite aujourd'hui dans une galerie, pour un artiste, c'est très compliqué. Tout ça avec les NFT, c'est automatique. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que les États, plus tard, pourraient pas carrément mettre la TVA en tant que royalties au sein des smart contracts? Mais ils le font déjà. Ils le font déjà. Alors, ils le font déjà de manière indirecte. Ça s'appelle la flat tax et c'est 30%. Ils se font plaisir. Bien plaisent, là, pour le coup. Là, pour le coup, ils n'ont aucun moyen de contrôle. Si, parce qu'à partir du moment où vos cryptos, tant que ça reste dans la sphère crypto, ils n'ont aucun moyen de contrôle. Vous avez une obligation de déclaration. Ça, c'est très chiant. C'est très, très chiant parce qu'en fait, vous êtes obligé de déclarer chaque opération. C'est l'usine à gaz. Donc, on attend que ça se simplifie. Tant que vous gardez tout dans la sphère crypto, vous ne payez pas de flat tax.
À partir du moment où vous sortez vos cryptos en euros pour acheter quoi que ce soit, vous payez 30% sur les plus-values. Les plus-values réalisées, les transactions crypto. Vous avez vendu un tableau 1 000 euros. Il était revendu, vous avez mis en vente, vous avez mis aux enchères un tableau à 1 000 euros. Vous l'avez vendu 1 500. Vous avez une plus-value de 500. À partir du moment où vous allez retirer cette somme-là, vous allez payer 30%. Donc, vous allez payer 150 euros de taxes. Mais si on le laisse sur son porte-monnaie, non. On la paye avec qui? L'État. C'est déclaratif. Obligation de déclaration. Tous les comptes détenus à l'étranger doivent être déclarés. Donc, tous les exchanges doivent être déclarés. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Pénalité. 750 euros. Si on a fait une plus-value de 1 euro. Pardon? Oui, même si tu as fait des moins-values, hein, c'est obligatoire. C'est zéro. C'est comme un compte en Suisse. Hein. C'est un compte étranger. Une obligation déclarative. Vous ne le faites pas et encore aujourd'hui, les pénalités sont faites parce que sur certaines obligations déclaratives, l'État peut vous ponctionner 50% de la valeur qui n'a pas été déclarée. Et ça se concrétise comment, du coup, la déclaration? Par un CERFA, en 86. Voilà, par un CERFA bien casse-pied, vous allez devoir sur Internet. Donc, faites-moi plaisir pour l'instant. Ne cédez pas aux sirènes. Ne vous faites pas plaisir en achetant une carte bancaire qui vous permet de dépenser vos cryptos, parce qu'en réalité, vous ne dépensez pas vos cryptos. Vous convertissez vos cryptos en euros et vous les dépensez. Et chaque opération, si c'est un CD à 10 balles, sur votre CERFA, vous allez devoir déclarer qu'au moment de l'achat du CD à 10 balles, la valeur de vos plus-values était à autant et que donc, au prorata, vous allez devoir payer une taxe de X. 3 centimes. Mais il y a un truc, moi, je suis désolée. Mon crypto, je n'achète pas avec des euros. Donc, c'est au moment où je fais une transaction pour reprendre des euros, comment l'État peut savoir parce que vous passez par un compte que vous avez déclaré et l'État peut aller demander les extraits de compte et demander tout. Tu fais un virement sur un compte crypto, tu vas voir la plupart du temps, les banques te demandent une décharge. Donc, tu vas voir, ils le savent très très bien. Ils sont pas. C'est des petits montants. En fait, c'est pas hyper facile à trouver. Obligation de déclaration. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous les déclarez comme les gens Airbnb. C'est un peu ça. Jusqu'au jour où ils vont mettre le nez dedans et puis après, c'est le jeu. Non, mais c'est le jeu, oui, voilà. C'est rétroactif sur 3 ans. Excuse-moi, je peux finir l'exemple par rapport à monsieur sur je reprends l'exemple de les 10 000 euros, là, il achète. Et donc, c'est juste pour avoir les royalties, il rajoute en condition dans son smart contract. Par contre, si il le revend à d'autres, je toucherai 10% à chaque fois. C'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Je vais même corriger des boîtes américaines. Tout le monde aujourd'hui met des royalties dans son smart contract. Voilà, le but, c'est que. Ce qui peut être un frein aussi à la revente. Si vous mettez des royalties trop élevées, alors quelqu'un qui est un petit peu averti va quand même aller regarder ce qu'il y a dans le smart contract. S'il voit que les royalties sont à 50%, ça veut dire qu'il l'achète 1000 et s'il le revend à 2000, il touchera que 1000, il n'a aucun intérêt. Ça peut être un frein. Mais ça, on ne peut pas le piéger, il le sait automatiquement. Smart contract. Oui, il faut qu'il le lise. Enfin, voilà, mais d'accord. Généralement, c'est clairement. Ok, d'accord, merci. Alors, je suis désolée, hein. Je vous ai parlé Louise Game. Le personnage créé par Beeple. Donc ça, c'est les NFT pour les marques, c'est un super outil marketing. C'est un levier de croissance, je vous ai dit. Morgan Stanley a prévu plus 25%. Je pense qu'en 2025, on en reparlera. Je pense qu'on aura explosé ces plafonds-là parce qu'en tout cas, Smart contract, du coup, c'est toujours en anglais, là? Smart contract, c'est quasiment toujours en anglais. Mais oui. Mais quand on l'écrit, il faut faire. Après, tout dépend à qui vous voulez vendre. Oui.
pouvez vendre à un public français et faire votre smart contract. Smart contract, c'est contrat intelligent, hein, donc c'est juste un programme. Oui, non, mais si c'est un truc qui peut partir à perpète. Avec les NFT, le marché, il est mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de marché local. On réfléchit automatiquement de manière globale. C'est la différence. Dom Pérignon, Lady Gaga, super opération. Son bouteille vintage 2006 vendue à 345 € avec un NFT. Livré à domicile. Vous pouvez boire, enfin, j'espère que vous allez boire la bouteille. En 2006, ça va être pas mal. Vous pouvez boire la bouteille. Le NFT reste. Ça reste un objet de collection. Désirable pour les fans de Dom Pérignon. Désirable pour les fans de Lady Gaga. L'avenir des NFT, c'est toutes les collabs possibles et imaginables. C'est mixer les marchés. Mixer les cibles. C'est aller chercher. Dom Pérignon va chercher une clientèle jeune chez les fans de Lady Gaga. Et Lady Gaga va se chercher une légitimité, une luxe. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a aucun lien entre le NFT et la bouteille vendue avec? Il n'y a aucun lien. Donc en fait, là, ils vendent la bouteille avec, mais c'est accessoire. Le NFT suffirait en lui-même. Le NFT suffirait. Donc il n'y a aucun moyen. Le NFT partirait, et le NFT partirait à 10 fois le prix. On parlait de la marque de montre. Il y a un NFT lié à une montre. Mais en fait, ça authentifie rien parce que je peux acheter la montre avec le NFT, prendre une fausse montre et ensuite revendre sur un marché noir la fausse montre avec le NFT qui lui est réel parce qu'il n'y a pas de lien entre l'objet et le NFT. Si, il y a toujours soit il y a une puce NFC, qui est le cas le plus courant. Ceci étant dit, les puces NFC peuvent être très facilement copiées. Bon, on rajoute un petit peu à la difficulté, puis il y a un numéro de série. Après, si qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est la montre? Est-ce que c'est l'idée de la montre? C'est le NFT? De toute façon, c'est un outil, le NFT. C'est un outil et ça n'exclut pas qu'il y aura des arnaques. C'est pas quelque chose de physique, ça peut représenter quelque chose de physique, mais ça ne l'est pas. Le NFT n'est pas physique. On l'associe à un produit, mais aujourd'hui, on est plus une image digitale. Obligé de l'associer à un produit. On n'est pas obligé de l'associer à un produit. Là, c'était le cas. Ça, pour moi, c'est une connerie. Alors, quand je dis c'est une connerie, ça, pour moi, c'est une erreur. Enfin, quand je dis c'est... bon. Je suis fan de Barbie, je suis fan de Balmain. Donc, ça ne me fait pas plaisir de dire du mal de cet exemple-là. Pour plusieurs raisons. Donc, en fait, Roustin a créé des tenues, a créé 3 tenues qui ont été mises en vente. Pour moi, c'est un échec en termes d'image pour 2 raisons. Lui, c'était complètement raté. Je pense qu'ils ont voulu faire plaisir à des copains. Ils sont partis sur une blockchain pas très connue. Blockchain, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et le second marché était sur la blockchain Polygon, d'Ethereum et de OpenSea d'une manière globale. Si ce n'est qu'il y a des petits malins qui se sont dit « Ah, Balmain Barbie, ok, très bien. » Je crois qu'il y avait 5000 exemplaires à peu près du NFT. Et c'est passé, mais on n'en a quasiment pas entendu parler. Si ce n'est que ça a donné lieu à un gros scam sur le second marché Ethereum. Parce qu'en fait, comme ils se sont perdus sur des blockchains pas très connues et qu'ils n'ont pas fait ça sur une blockchain principale, les gens ont cherché. Comme ils ne trouvaient pas, ils se sont dit « Ah, tiens, sur OpenSea, blockchain Ethereum, ça y est, je trouve le Balmain Barbie. Génial, j'achète. » Sans vérifier le smart contract. C'est un scam. C'est une fausse image. Ce n'est pas l'original. Donc,
pourquoi je vous en parle, c'est que parce que les marques aujourd'hui, elles testent des trucs et c'est bien, c'est le moment de tester des choses. C'est le moment de se planter. C'est le moment effectivement de tester d'autres blockchains qu'Ethereum parce qu'on peut se dire ah les gas fees sur Ethereum ils sont élevés et j'ai pas envie de dépenser des sommes folles. Et sûrement que sur Flow ils n'ont pas le coût du mint, donc le coût de la mise en vente a été très léger. Et donc ok. Ils ont testé un truc. Pour moi, ça, c'est une connerie. Il y en a Nars aussi, ils se sont plantés. Nars, Nars, c'est les cosmétiques, c'est une société française. Ils ont fait confiance c'était pour la journée de l'orgasme l'année dernière. Donc, ils ont fait appel à une artiste. Bon, l'œuvre artistique était ce qu'il était. Ça, pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Si ce n'est qu'ils ont fait ça sur une plateforme qui s'appelait aussi. Et au moment où on a voulu collecter les NFT n'ont même pas été mintés, donc ils n'ont même pas été lancés. Et la plateforme Troussier a disparu. Bon, aujourd'hui je le sais, je vous le dis maintenant, dans une demi-heure vous aurez oublié, et personne ne se souviendra de ça, et tant mieux pour Nars. On apprend en se plantant. En soi, c'est pas très grave. Mais ça montre que même des marques avec des budgets peuvent se planter. Et que les NFT, c'est un outil. C'est un outil qui est très puissant en termes de marketing, en termes d'image, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et on réfléchit sa stratégie et on construit sa stratégie. Et pourquoi est-ce que je vais sur Ethereum? Pourquoi est-ce que je décide d'aller sur Polygon? Polygon, ça me coûte moins cher, ok. Mais si j'ai un problème sur Polygon, ça me fera la même chose que Balmain. Ça veut dire que sur les marketplaces inscrites sur Ethereum, on peut trouver des scams. Et en termes d'image, c'est exactement la même chose que d'acheter un faux Vuitton. C'est terrible. Je vous ai dit, la marque à suivre, Gucci, ils sont partout. Ils sont hyper volontaires, hyper agressifs. Je pense qu'ils ouvrent la voie, ils ouvrent vraiment la brèche. S'il y a une marque à suivre, au moins pour s'inspirer, et ils sont très malins. Ils sentent très bien, ils savent très bien où aller, ils sont très bien conseillés. Donc, à suivre. Gucci, pour moi, c'est ils y vont. Ils se planteront peut-être, on s'en fout. On sera dans l'appel d'air et on ne fera pas les mêmes erreurs. Mais à suivre, très sincèrement. Les NFT pour fidéliser, c'est hyper important. Alors ça, c'est un décorateur que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle Vincent Daré, est une pure star dans le domaine de la décoration. Il vient de sortir une collection avec Monoprix. Pour les 90 ans de Monoprix, ils ont sorti 90 NFT. Les NFT, ils sont vendus en 3 semaines à peu près. Et parce que j'ai fait un article. Parce qu'en 2 semaines, je crois qu'ils en avaient vendu 4. Non, je suis mauvaise langue. Ils en avaient vendu 10. Le premier et le dernier des 5. Le premier et le dernier des 5 exemplaires. Donc, il y avait 5 exemplaires, il y avait 5 modèles, 18 exemplaires. Et là, ça y est, ils sont sold out. Fidélisés. Super image. Monoprix tente des trucs. Ils font plaisir aux hyper fans de Vincent Daré. Vincent Daré, c'est le Karl Lagerfeld de la décoration. Et c'est un mec génial. Donc, pour fidéliser les NFT, c'est top. On va chercher des personnes qui ont un univers et on s'associe à cet univers. Valoriser le patrimoine. Je vous ai mis Coca-Cola parce que Coca-Cola, ça intéresse les collectionneurs. Coca-Cola, il y a matière à aller créer et à aller fouiller dans l'historique des publicités.
Ça, c'est très intéressant pour les marques d'aller chercher dans leur patrimoine et de valoriser leur patrimoine. Ça permet aussi de créer de la valeur et de favoriser une sorte de mécénat. Financer tous les contrats de licence, toutes les marques qui ont des contrats de licence. C'est un puissant fonds. Je vous ai mis Batman, ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn, vous savez que j'ai quelques marottes. On en fait partie. Je me déplace qu'en Batmobile. Donc toutes les marques qui ont des licences vont déployer énormément et sont en train de déployer très fortement sur tous les contrats de licence à l'international sur des NFT. Donc là, du NFT, vous allez en manger. Tous les jours, des tas de marques sortent des tas de choses sous forme de NFT. Il faudra faire un peu le tri, parce que tout ne se vaudra pas. Gardez à l'esprit la collection des porte-clés de votre grand-mère. Ça vous aiguillera sur ce qu'il faut acheter ou pas. Achetez, de toute façon, achetez quelque chose qui vous plaît. Parce que si c'est quelque chose qui vous plaît, dans 5 ans, 10 ans, vous serez quand même content de l'avoir gardé. C'est juste pour spéculer. Posez un petit peu et regardez en fait quel est le potentiel sur le second marché. Batman, on sait que Batman, Coca-Cola, etc., Gucci, Vuitton, tout ça, ce sont des marques qui ont un très fort potentiel de revente sur le second marché. Je suis pas certaine que si demain Euromaster lance une série de NFT, pas certaine que ça vous intéresse. Sauf est-ce qu'il y a une réelle utilities derrière, donc une réelle utilité, et que pendant 10 ans, vous ayez votre vidange qui vous soit offerte. Carglass sort un NFT de leur slogan par Boober, je vais te dire, là, ça vaut une fortune. Qui sait? Juste sur la taille du marché, du coup, aujourd'hui, le marché de la NFT, c'est combien de transactions pour une personne Le marché, il est énorme parce qu'en fait, il y a le marché déjà des acheteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui possèdent déjà de la crypto. Donc, il y a déjà toutes ces personnes-là que ça intéresse et il y a toutes les personnes qui ont envie d'y aller. Et là, le potentiel, il est énorme. Je vous ai dit tout à l'heure, 8% des Français et 37%. Donc, on est déjà à un delta de x5. Juste parce que il leur manque peut-être le comment faire. Monoprix, 10 sur 10 sur la plateforme de vente du NFT parce qu'il y avait un pas à pas et Monoprix expliquait très simplement et très clairement ce que vous deviez faire, comment, et ça fait partie des bonnes pratiques. Est-ce que comment faire, il manque pas encore aux marques aujourd'hui parce que il y a beaucoup déjà, l'utilisateur final a déjà du mal à comprendre ce que c'est. Moi, je travaille pour une boîte qui fait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On est clairement plein dedans parce qu'on a beaucoup de demandes de marques qui viennent nous voir en disant je veux un viewer de NFT, machin. Mais les marques ne savent pas ce qu'elles font aujourd'hui, j'ai l'impression, et parce qu'elles sont mal conseillées à mon avis par les agences aujourd'hui qui n'ont pas les compétences et la connaissance de cet écosystème et de ce à quoi ça sert. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est, quand on était au début de Facebook, par exemple, où il faut absolument que j'ai une page Facebook. Mais je vais pas avoir de community manager derrière, ni de campagne marketing ou de stratégie marketing construite autour de ça. J'ai l'impression il faut absolument avoir ça et que tout le monde fonce dans le mur et qu'en fait, si tout le monde fonce dans le mur, ça va finir par exploser. Et ce que les gens voient aujourd'hui comme juste ce que c'est aujourd'hui, puisque c'est quand même très spéculatif au niveau de l'utilisateur, ça risque d'arriver aussi au niveau des marques, en fait. Et puis les marques vont arriver, vont se planter et vont se dire, attends, j'arrête et je passe à autre chose, en fait. Très bien. Très bien. Moi, j'attends que ça, parce que ça va écrémer, ça va nettoyer le marché. Les agences digitales, elles n'ont pas de compétences Web3, on est d'accord. À quoi est-ce qu'on sert? Nous, on est appelés majoritairement par majoritairement, c'est pas vrai, mais on est appelés aussi par des agences et en fait, nous, on agit en sous-marin parce que forcément, ils vendent du digital à leur marque. Donc, si Web3, ils connaissent pas,
ça marche pas. Donc, ils viennent nous chercher pour que nous, on leur explique le Web3, qu'ils puissent expliquer ça à leurs clients. Que les marques n'aient pas tous les tenants et tous les aboutissants. En soi, c'est pas très grave. La question principale, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Pourquoi est-ce que vous voulez créer des NFT? Moi, c'est la première question que je leur pose. À quoi est-ce que ça va vous servir? Est-ce que c'est du membership? Est-ce que c'est de l'ownership? Est-ce que vous avez une vision à 5 ans? Est-ce que vous avez une vision à 10 ans? Est-ce que c'est juste pour faire un coup? Est-ce que c'est pour faire comme tout le monde? Est-ce que derrière, il y a une visée de financement parce que il faut avoir conscience que ça peut être aussi une source de financement pour les marques et ça c'est hyper important. Vuitton, ils s'en fichent en fait de faire de l'argent, mais pour certaines marques c'est important parce que ça, on a un peu tendance à oublier on sort de 2 années de freeze, de gel complet de l'économie et qu'il y a des marques qui ont énormément souffert, il y a des enseignes qui ont énormément souffert et qui ont besoin de trésorerie aujourd'hui et que les NFT peuvent amener un souffle et permettre aussi à leur communauté. C'est pour ça c'est ça le plus important. Dans les NFT, le plus important, c'est votre communauté. Parce que votre communauté va vous montrer qu'elle vous aime, qu'elle vous soutient et qu'elle vous croit en vous sur du long terme. Ceux qui achètent et revendent, c'est la spéculation. Ceux qui achètent et qui revendent, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir dessus. C'est très bien, c'est spéculatif. Ça liquidifie le marché, ça booste un petit peu le marché. C'est très bien aussi. Ça fait connaître parce que et ça fait connaître. On est d'accord. Donc l'intérêt, c'est qu'est-ce que je fais de ma communauté et comment je draine et comment je booste ma communauté sur le long terme. Le plus important, communauté. Ça, c'est vraiment la chose à retenir sur la partie sur la partie des NFT. Je m'arrêterai là. Parce que votre communauté, c'est elle qui vous soutient, c'est elle qui vous supporte, c'est elle qui vous fait vivre. Sans votre communauté, demain, vous n'existez pas. Et ça, c'est là le changement, et c'est vraiment le changement de paradigme qui est amené sur le Web3. C'est que c'est votre communauté, c'est vous et votre communauté, c'est ce que vous pouvez apporter à votre communauté, ce que votre communauté vous. Je m'arrête là, parce que je pourrais continuer jusqu'à pas d'heure. On m'a rappelé alors, parce que je crois qu'il y a des pops de champagne qui vous tendent les bras. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous n'en avez pas, c'est que j'ai été trop confuse, donc ça n'est pas clair dans votre esprit. Si vous n'avez pas de questions, je n'ai pas bien fait mon job. En tout cas, je vous remercie pour tout le temps et toute l'attention que vous avez portée. Et toutes les questions très pertinentes. Merci.